Quoi d'autre? On verra la pharmacoépidémiologie et pharmacovigilance, les notions d'effet placebo, effet indésirable, et bien évidemment, on terminera avec la toxicité cellulaire et moléculaire. Donc, je m'explique très bien par rapport à cette notion de toxicité parce qu'elle est très large. La toxicité, nous, ce qu'on va cibler, c'est la toxicité qui sera liée aux médicaments. Donc, ce sera les différents chapitres qu'on abordera. Alors, pour le déroulement du TD, ce sera des analyses d'articles. Chaque article donc sera soigneusement choisi au dépend du chapitre traité, c'est-à-dire le contenu du TD sera complémentaire au contenu du cours. Alors, bien sûr, vous serez évalué et noté. Donc, je verrai éventuellement, est-ce que je vais garder la même méthode pédagogique, c'est-à-dire habituellement, lorsque je donne un article, donc, je demande déjà à tout le groupe de résumer l'article en une page, soit sous forme d'un schéma, soit sous forme de mots-clés, d'accord? Comme ça vous permettra éventuellement d'en débattre au cours du TD. Alors, deuxième point, vous allez avoir alors un diaporama qui sera noté, qui sera une note commune entre les candidats qui exposent. Chaque donc, exposant, il aura sa propre note au dépend de sa prestation. Et bien évidemment, euh, tout rajout de ressources, si je parle de ressources que je m'explique, ressources qui peuvent être écrites ou des ressources, c'est-à-dire visuelles, telles que les vidéos ou tout ce que vous voulez pour enrichir et pouvoir en débattre au maximum par rapport au thème qui sera choisi. Alors, pour les comptes rendus, je n'ai pas l'habitude de demander à mes étudiants des comptes rendus, mais je ne peux pas me prononcer pour ça dès maintenant. Donc, je préfère au fur et à mesure qu'on va essayer un peu donc, de passer au moins 2 semaines ensemble, on verra par la suite éventuellement est-ce que je vais exiger un compte rendu ou non. Mais je préfère éventuellement faire des cartes conceptuelles, faire des petites vidéos qui seront plus ou moins donc, euh, pas individuelle, ce sera une évaluation de groupe, d'accord? Donc, je préfère un peu vous faire travailler et faire des petits diaporamas que de faire des comptes rendus. Donc, je pense que j'ai fait le tour de questions par rapport à cette petite parenthèse pour un peu introduire ce qui concerne la matière. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je démarre le premier chapitre. Alors, autre chose avant de commencer, je demanderai à avoir, parce que pour l'instant, je n'ai que le mailing de la déléguée de section. Donc, éventuellement, s'il y a des délégués de groupe, je voudrais bien avoir leur mail. Comme ça, au fur et à mesure de la programmation des séances de TD, chaque lien de Google Meet, il sera envoyé aux délégués de groupe concernés. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Alors, attendez, Oui, est-ce que madame. je peux accéder au message? Alors, je viens d'arriver, j'ai rien entendu sur les infos du TD. Alors, ce que j'avais dit, Johar, alors je répète. Alors, pour le TD, j'avais dit que vous allez avoir des analyses d'articles, c'est-à-dire je ne vais pas donner des thèmes libres. Vous allez être cadré et limité au dépend de l'article qui vous sera remis. D'accord? Alors, l'article choisi sera en corrélation étroite avec ce qu'on traitera euh, en TD, en cours plutôt. D'accord? Donc, tout simplement, si on va parler d'un système cardiovasculaire, l'article sera en relation de toute médication qui fait partie de la pharmacologie cardiovasculaire. D'accord? Si on va basculer vers la neuropharmacologie, ce sera un article en relation étroite avec le chapitre. Alors, bien évidemment, pour le nombre d'articles, ça peut varier de 6 à 7. Je verrai, tout dépend le calendrier, c'est-à-dire quand est-ce que sera l'arrêt de cours, puisque pour l'instant, on n'a pas encore ces données-là. Donc, tout dépend le nombre de semaines d'enseignement. J'opterai soit pour 6 maximum, au grand max 7 articles à traiter. D'accord? Donc, déjà, vous allez vous disperser en 7 sous-groupes. Les TD commenceront la semaine prochaine parce que je vais vous faire part des différents articles aujourd'hui. D'accord? Alors, quoi d'autre? Je ne vais pas exiger de compte rendu pour l'instant.
surtout si je suis satisfaite par rapport à votre prestation orale et la confection de diaporamas. Alors, ce que je disais aussi à vos camarades, c'est que éventuellement, j'ai l'habitude de demander à tout le groupe un résumé de l'article, un résumé qui se fera, vous avez toute la liberté, une synthèse, un schéma, un nuage de points, c'est comme vous voulez. Le plus important de cela, ce n'est pas vous rajouter du travail, loin de moi cette attention, mais plutôt c'est de pouvoir vous noyer un peu dans la thématique de l'article. C'est-à-dire le jour J, vous allez pouvoir interagir avec vos camarades. Vous allez pouvoir poser vos questions et on pourra enrichir éventuellement le débat qui se fera en TD. Je pense que c'est tout ce que j'ai dit c'est tout ce que j'ai dit concernant le TD, hein. De temps d'expo. Alors pour l'exposer, comme on a des séances de 2 heures, alors je préfère que pour l'exposer, vous ne dépassez pas 30, 45 minutes au grand max, hein. Parce que j'ai eu des étudiants les يقعدوا jusqu'à 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. Le plus important, c'est que je vais voir, soit je vais vous donner des articles purement d'expérimentation, c'est-à-dire j'ai pas décidé. Donc vous allez avoir deux types d'articles, soit un article avec une vidéo. Donc du coup l'article se fera, c'est comme une partie expérimentale avec des résultats et discussions. D'accord. Ou alors carrément ce que vous avez déjà l'habitude de faire, une simple analyse d'articles qu'on va traiter ensemble. Et je voudrais plus en bénéficier du temps pour débattre et poser les questions que du temps où vous allez plus exposer. Donc au grand max, j'autoriserai aux étudiants 45 minutes, sachant qu'on a 2 heures de TD, hein. C'est-à-dire vous allez bénéficier de tout le temps du TD. Vous avez les 2 heures pour vous. Mais je préfère pour l'oral, pas Madame, au-delà de 45 minutes. Oui, oui, exactement. Les c'est-à-dire, vous avez dit résumés, attendez que je réponde à la question de Emira. Alors, elle oui. pose la question, est-ce qu'on envoie les résumés avant la présentation? Je vous dirais oui, parce que ça servira à absolument à rien à faire votre résumé à la fin de la présentation. On fera éventuellement un résumé ensemble à la fin de la présentation, mais ce sera comme des mots-clés, un jeu de mots, des mots à compléter, mais on ne va pas s'attarder et attendre que tout le groupe va faire part de son résumé à la fin de la séance. D'accord? Donc, ce sera avant la séance. D'autres questions? Oui, vous avez Oui, parlé, vous oui. avez dit des articles et vidéos. Je n'ai pas compris vidéo, c'est-à-dire ce que vous Parce que, entendez. écoutez, je peux vous envoyer un article, comme l'article, la partie expérimentale sous forme de vidéo. Ça existe, d'accord? C'est D'accord, surtout, je pense que c'est une dans bonne la idée. majorité des cas, c'est des journaux qui sont très spéciaux et qui étudient tout ce qui est expérimentation, telle que je peux vous donner par exemple la revue Jove à titre d'exemple, d'accord? Donc avec l'article, vous avez la vidéo aussi, D'accord. d'accord? Oui, Mais c'est bien. je peux ne pas faire ça parce que je sais que vous êtes habitué à un certain type d'article. Donc, je vais aller plus dans la simplicité parce que le plus important pour moi, c'est que vous puissiez acquérir le maximum d'informations. D'accord? L'exposé ou l'analyse d'article, ce sera juste un moyen de vous évaluer, d'avoir une note de contrôle continu. C'est clair? Oui, c'est clair. Aussi, une autre Super. question, madame. Oui, Euh, pour notre groupe, donc le groupe 1, on est 28 étudiants. Ça, pour d'accord. les autres modules, j'ai fait 6 groupes de 5 étudiants. Donc, est-ce que dans un premier temps, je vous envoie Donc, cette liste? donc vous voulez maintenir six sous-groupes? Est-ce que tout le monde Oui, est déjà, tous les groupes, ils sont déjà divisés en six sous-groupes? oui, madame. Vous savez, avec Ok, ça marche. Très On bien. fait comme ça. Je vous enverrai alors 6 articles à traiter. Si déjà les D'ac- sous-groupes, ils sont faits, je voudrais bien avoir la liste. Oui, Parfait, madame, parce on a qu'on se formé connaît déjà pas bien les ensemble. sous-groupes. Pardon? On a formé les groupes déjà, c'est bon. Super, On a très fait les bien, listes. très bien, très bien. Donc déjà, on va gagner du temps. D'accord? Donc vous me faites part. Et bien sûr, je sais que
Il y a beaucoup d'absents et je vois à peine 38 ou même pas d'étudiants. Alors, vous faites passer le message à vos camarades. D'accord? D'autres questions avant de commencer? Madame, excusez-moi. Oui. On fait la présentation de notre diapo et on fait un débat sur le résumé. J'ai pas bien Non, non, compris. non, non, chauffe, attendez. Le premier point, c'est que tout le groupe, il va m'envoyer le résumé la veille de la présentation, à l'avance. C'est-à-dire, vous avez fini le travail, vous me le m'envoyez. D'accord? Y compris les candidats qui vont exposer. Après, vous allez faire votre exposé, vous allez faire votre présentation. À la fin de la présentation, on va essayer de faire une synthèse de tous les résumés. C'est-à-dire, chaque étudiant, il va ramener sa petite phrase, son petit mot-clé. D'accord? Pour faire en sorte, on va essayer de faire une synthèse tous ensemble du contenu de l'article. D'accord? Alors, ce résumé-là, on peut, allez, tiens, je peux vous dire aujourd'hui, à titre d'exemple, on va faire un résumé de 200 mots. Une autre séance, je peux vous dire, on va faire une carte conceptuelle, c'est-à-dire c'est comme sous forme d'un diagramme, d'accord? Euh, Chaque mot, il donnera naissance à un autre mot. Un autre jour, on va faire un jeu de mots. C'est comme les mots fléchés ou les autres jeux de société que vous avez l'habitude de faire. D'accord? Le plus important, c'est de ressortir avec un ensemble de mots clés qui seront en relation avec le thème abordé. D'accord? D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, Madame, d'accord, on aura merci. une interrogation. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire des interros pour le TD, hein. Mais éventuellement, je pourrais changer d'avis, hein. Mais je n'ai pas fait d'interro. Jusqu'à maintenant, je ne fais pas d'interro. Je fais suffisamment travailler mes étudiants pour avoir un travail personnel et une note qui va refléter l'effort de chaque étudiant. Parce que vous allez avoir le diaporama noté, votre prestation orale notée, euh, les réponses aux questions qui sont notées, les résumés, ils sont notés. D'accord? Au fur et à mesure, je peux vous proposer de nouvelles méthodes, hein. Ça peut changer. Bien évidemment, vous avez des propositions. Il n'y a pas de problème. Elles seront toujours, je serai toujours à l'écoute et on pourra toujours en parler. Donc, je pense qu'il y a un travail, une évaluation individuelle qui est suffisante. Maintenant, si je vois que c'est insuffisant, je peux faire appel à une interro, mais pas au début. D'accord? Madame, Oui, notre Oui, résumé, on va le faire individuellement, bien par notre... oui, oui, je préfère. Vous préférez individuellement, c'est ça? Individuel, oui, oui. D'accord, merci. D'autres questions? Madame, madame, j'ai pas entendu. C'est quoi les individuels? Écoutez, ne vous inquiétez pas. Lorsque je vais vous envoyer l'ensemble des articles, dans mon mail, je vais expliquer tout, ce qu'il faut préparer à l'avance. D'accord? Je peux vous réécrire les informations, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça marche? L'essentiel, ce Oui, que madame. je vous demande une interaction, qu'on reste toujours en contact, qu'on essaye un peu de faire, je sais pas, de passer un agréable semestre ensemble et surtout qu'il y ait un échange très enrichissant pour vous d'informations. C'est clair? Oui, madame. Inch'Allah. Super. Alors, regardez. Alors, aujourd'hui, on va commencer ensemble toutes les notions de pharmacologie générale, d'accord? Ce qu'on a l'habitude d'aborder en quelque sorte auparavant. Et ce que vous faites, ce que vous avez fait aussi en L3. Alors, ça va souligner principalement deux mots-clés qui sont la pharmacocinétique et la pharmacodynamie, d'accord? Alors, si je vous dis pharmacocinétique ou pharmacodynamie, euh, vous allez penser à quoi éventuellement?
Qu'est-ce que cela vous inspire? Cinétique d'un médicament, c'est-à-dire on va le suivre dès. Très bien. Donc déjà, vous avez deux mots-clés. Le suivi d'un médicament. Très bien. Quoi d'autre? Madame, vous pouvez répéter la question, je ne vous ai pas entendu, s'il J'avais vous plaît. dit, vous avez deux mots-clés, pharmacocinétique, pharmacodynamie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, ce qu'on va faire, je vais partager changements structuraux. Changements structuraux de quoi? Madame, la pharmacodynamie, c'est l'interaction Du médicament. médicament-récepteur et la pharmacocinétique, c'est toutes les phases ADME, D'accord. élimination, absorption, Très bien, très bien. distribution. Alors, quoi d'autre? Le système ADME pour pharmacocinétique. D'accord. Ça, c'est une définition globale. Mais je vais vous dire, vous êtes des chercheurs ou vous faites partie d'une unité de production médicamenteuse. À ce moment-là, ils vont vous dire, préparez-nous une fiche ou déterminez le profil pharmacocinétique ou pharmacodynamique d'un médicament. À Madame, quoi cela pourrait servir? Quel est l'objectif d'étudier la pharmacocinétique ou la pharmacodynamie de toute médication? Madame, Madame, pour la L'action du médicament. c'est- Vous parlez tous en même temps, c'est pas possible. Madame, Allez-y, oui. Oui, pour la pharmacodynamie, c'est l'étude de l'action exercée par le médicament sur l'organisme. Donc, les effets d'accord. thérapeutiques. Très bien. Parce que n'oubliez pas, là, votre camarade, elle vient de rajouter un autre mot-clé, effet thérapeutique. Pourquoi on parle d'effet thérapeutique? Parce que réellement, au début, vous avez abordé cette interaction existante entre récepteurs et médicaments. Donc, cela signifie il y aura des événements signalétiques et on va avoir une réponse pharmacologique. C'est quoi? Comment peut-on extrapoler la réponse pharmacologique sur l'effet thérapeutique? Madame, c'est-à-dire la réponse pharmaceutique n'est pas la réponse thérapeutique. On peut avoir une réponse pharmaceutique, mais Pharmacologique. Parce que pharmacologique. pharmaceutique, ça donne l'impression que c'est des produits pharmaceutiques. D'accord? Oui, oui. Oui. On peut avoir une réponse pharmacologique, mais pas un effet thérapeutique. Mais à quoi tout cela va servir? Quel est l'objectif de faire toutes ces études-là? Traiter une maladie, c'est le traitement, non? Uniquement? Donc, regardez ce qu'on va faire. Je vais essayer de partager mon écran avec vous et on va suivre une petite vidéo ensemble. Alors, attendez, je vais faire ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le partage. Alors, attendez, ça. Oui, madame. Oui, Alors, madame. est-ce que vous arrivez à entendre? Oui, madame. Non, madame, il n'y a pas le son de de la vidéo. Il n'y a pas le son de la vidéo. Ah, madame, la vidéo, mais il reste le son. Si, 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 si.
Attendez. Madame, il y a un retour de son. Oui, madame, il y a retour de sang. Parce que, attendez, je vous explique. Moi, je me connecte avec mon téléphone pour que vous puissiez m'écouter et je fais le partage avec mon laptop. Est-ce que vous avez pu écouter la vidéo? Non, madame. Non, madame. Alors, attendez, comment je dois faire? Parce que là, paramètres son, c'est activé. Madame, envoyez-nous le lien. Ah, attendez, j'ai pas activé. Attendez, d'accord? Il faudra activer le son sur votre C'est comme PC. ça? C'est ce que j'ai fait. Désactiver- Attendez, Même mettre chose, le son ici. Près d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Maintenant, oui, madame. La recherche et le développement d'un médicament est un processus long, complexe, coûteux et risqué. Derrière un médicament, il y a près de 15 ans de travail, des centaines de chercheurs et scientifiques impliqués et près d'1,5 milliard d'euros d'investissement. Ce développement s'inscrit dans un processus de sélection très strict avec des tests effectués sur 10 000, 50 000, voire 100 000 substances différentes, avant qu'une seule puisse être commercialisée avec succès. D'abord, 2 à 4 ans de recherche pour comprendre la maladie et trouver le moyen de la traiter. Puis 2 à 5 ans encore pour développer le médicament. Et enfin, 4 à 7 ans pour prouver l'efficacité et la sécurité de ce qu'on appelle à ce stade un candidat médicament. Quelles sont les grandes étapes du développement d'un médicament? Quels sont les défis scientifiques et technologiques auxquels les équipes de R&D doivent faire face? Tout commence par la recherche. Point de départ, la maladie elle-même. Car pour la traiter, il faut avant tout la comprendre. À l'origine d'une maladie, il y a un dysfonctionnement au niveau de nos cellules. Cela peut être par exemple une protéine qui fonctionne trop, pas assez ou pas du tout, qu'il va falloir bloquer ou stimuler. Pour identifier la cause de la maladie, les chercheurs analysent des tissus ou des cellules provenant de patients et les comparent à ceux de personnes non malades. Objectif: identifier la protéine responsable, celle qui joue un rôle dans l'apparition de la maladie. Cette protéine est la cible que le médicament doit atteindre. Ce sera le site d'action du médicament. Atteindre la cible et modifier son comportement, c'est le rôle de la molécule dans le médicament. On parle aussi de principe actif. Les scientifiques doivent sélectionner la plus pertinente. Une fois que la bonne cible est identifiée, les chercheurs doivent sélectionner le format le plus efficace pour l'atteindre et modifier son mécanisme. Il peut s'agir par exemple d'une molécule obtenue par synthèse chimique, d'une molécule d'origine biologique issue d'une cellule, comme par exemple un anticorps monoclonal, d'une molécule associant à la fois une molécule chimique et une molécule biologique, plus communément appelée molécule conjuguée. Pour cela, les chercheurs commencent par passer au crible des centaines de milliers de molécules existantes. C'est l'étape du screening à haut débit. L'objectif est de visualiser, au sens propre du terme et en 3 dimensions, comment ces molécules se lient à la cible visée. Plus la molécule épouse la forme de la cible, plus elle sera efficace. C'est un peu comme trouver la bonne clé pour une serrure. Pour ouvrir la porte, la clé, la molécule, doit parfaitement épouser la forme de la serrure, la cible. Cette propriété est clé en termes d'efficacité. Pour cela, les chercheurs utilisent des algorithmes très puissants. De cette étape, les scientifiques parviennent à identifier 3 à 4 molécules qu'on appelle des leads. Les scientifiques les optimisent pour qu'ils soient parfaitement conformes à la cible, en ajoutant ou en supprimant un atome par exemple. Une fois les hypothèses modélisées en 3D, place ensuite aux biologistes ou aux chimistes dont le travail consiste à produire ces leads en petites quantités pour tester leur efficacité in vitro. Plusieurs allers-retours entre les scientifiques, les chimistes et les biologistes sont nécessaires pour trouver la bonne combinaison. À la fin, un seul sera candidat et entrera en développement. Voici le candidat médicament. La phase préclinique peut commencer. Le candidat médicament est testé sur des organismes vivants. Quels sont ses bénéfices? Quels sont ses effets? Comment est-il absorbé par l'organisme? Comment est-il éliminé? C'est l'objectif de ces études. Les chercheurs ajustent la dose pour trouver le juste équilibre entre efficacité et tolérance. C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Les essais précliniques sont convaincants? Le candidat médicament entre en clinique pour être testé chez l'homme. Il s'agit d'abord de vérifier la sécurité et la tolérance sur des volontaires sains, puis on détermine la bonne dose et on évalue les effets indésirables sur un petit nombre de patients.
C'est en parallèle des premiers tests cliniques que commence le travail de développement du procédé de fabrication du futur médicament, soumis à des contrôles qualité extrêmement stricts au sein du laboratoire et de la part des autorités de santé. C'est lors de cette étape que la forme finale du médicament sera définie. Une gélule, un comprimé, une ampoule, une seringue pré-remplie pour les injections, etc. Au sein de Sanofi, le projet est évalué à chaque étape de son développement selon des critères extrêmement stricts. Si son concept n'est pas suffisamment probant, il peut être abandonné. Ensuite, la molécule est testée sur un très grand nombre de patients pour évaluer son efficacité et sa tolérance, ses effets secondaires lorsqu'elle est utilisée en vie réelle. Fait-elle mieux qu'un placebo ou que les traitements existants? Apporte-t-elle un réel bénéfice aux malades? Durant ces étapes, le laboratoire produit et fournit les lots du médicament au centre d'investigation clinique qui réalise les essais sur les patients. À l'issue des essais cliniques, si les résultats sont positifs, le laboratoire demande une autorisation de mise sur le marché. Elle passe par les autorités de santé dont les critères d'approbation sont spécifiques à chaque pays. Celles-ci enregistrent le médicament et donnent leur approbation pour sa commercialisation. Le prix et le taux de remboursement du futur médicament sont négociés avec les autorités de santé et dépendent de son caractère innovant. Feu vert, le laboratoire lance la fabrication du médicament en grande quantité selon les procédés qu'il a développés au moment des premiers essais cliniques et des tests à grande échelle. Le médicament est désormais distribué dans les hôpitaux et les pharmacies. Les découvertes, comme le décryptage du génome humain et les nouvelles technologies ne font que démontrer la complexité des maladies et la nécessité de mieux les comprendre. Dans le même temps, les attentes des patients et des sociétés ne cessent de croître. Pour répondre à ces besoins, l'innovation en R&D est essentielle. Alors, quels sont les mots-clés que vous avez retenus? Attendez que j'enlève le son. Madame, c'est de chercher et découvrir et développer un médicament afin de traiter des pathologies. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu à travers cette vidéo? Pourquoi on va s'intéresser à étudier le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique d'un médicament? Est-ce que vous m'entendez? Madame, Oui. pardon. Quels sont les défis scientifiques et technologiques auxquels les équipes de recherche et de développement doivent faire face? Très bien. Et parmi les défis, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre au point un profil pharmacocinétique idéal pour un médicament. Selon vous, quel est ce profil idéal? Madame, un profil idéal, genre, lorsqu'un médicament pourra faire son effet thérapeutique sans des effets secondaires. Non. Effet thérapeutique sans effet secondaire. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'un médicament sans effet secondaire existe? Non, Non. mais D'accord? C'est-à-dire, on va ouvrir une petite parenthèse, même si on fait appel à la phytothérapie ou ce qu'on appelle également la naturothérapie, il y a toujours des effets secondaires, même si vous allez utiliser juste une plante. Madame, avec le minimum d'effets secondaires. Voilà, minimiser. D'accord. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré et qu'est-ce que vous avez retenu à travers cette vidéo? À partir de quel moment on va parler de médicaments? Qu'est-ce que vous avez retenu à travers la vidéo? Juste effets thérapeutiques, médicaments, les défis à relever par les chercheurs. Est-ce que c'est ça l'objectif de cette vidéo? C'est de connaître les défis. Pour qu'on puisse avoir un médicament, on passe par plusieurs étapes. Voilà, très bien. Qui sont représentés par la phase de recherche et développement. D'accord? Donc, elle est très variable en fonction du temps. Attendez que je regarde un peu vos messages. Voilà, très bien, Amira. Alors, quoi d'autre? Pourquoi à un certain moment donc de cette phase de recherche et développement d'un médicament, on a besoin d'établir ce profil pharmacocinétique et pharmacodynamique d'un médicament? Qu'est-ce que cela pourrait représenter? Madame, s'il vous plaît, répétez la question. Qu'est-ce qu'il vous apporte le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique qui est établi au cours de cette phase de recherche et développement? Vous avez votre médicament et vous avez les différents profils. Jusqu'à maintenant, vous m'avez dit, madame, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament. La pharmacodynamie, c'est l'effet du médicament sur l'organisme. Vous avez toutes ces databases. Après, qu'est-ce que vous allez faire avec? Comprendre bien la maladie par rapport à la maladie. Vous passez directement à voir éventuellement les retombées. Système ADM, madame. Oui, عندك système ADM, vous avez tous les paramètres. Et après, l'objectif, c'est quoi? On ne peut pas commercialiser un médicament si on ne fait pas la recherche et le suivi des substances. Donc, très bien. Premier objectif, c'est de pouvoir avoir l'autorisation de mise au marché du médicament. La deuxième, très bien, là, l'effet thérapeutique. Si on parle d'un effet thérapeutique, à partir de quel moment on va parler d'un effet thérapeutique? D'accord, je suis d'accord avec vous, Loumeissa. Vous parlez du système ADM. Vous avez, vous avez tous les descriptifs concernant l'absorption, toutes les phases, tout le système ADM. Et après, qu'est-ce que vous allez en faire? Des expériences sur des volontaires. Vous avez fait votre expérience sur des volontaires. Qu'est-ce que vous cherchez à mettre au point? Si le médicament a atteindre la cible. Pour savoir si votre médicament a pu atteindre la cible. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on doit adapter? Je vous donne un autre exemple. Alors, laissez-moi finir. Je vous donne un autre exemple, ce qu'on est en train tous de vivre donc, ces dernières années. Alors, on peut dire qu'on est en train d'entamer la 3e année de la pandémie. Depuis que toute la population, disons, est à l'échelle mondiale, on parle donc du SARS-CoV-2 et on parle de cette maladie qui est la COVID-19. Alors, je pense que chacun d'entre vous, dans son entourage, de près ou de loin, il était entouré de personnes qui étaient malades
et qui ont suivi un certain traitement, une certaine médication. Est-ce que chaque individu réagit de la même manière au traitement? Non. Non. Non, D'accord? madame. Alors, cette différence de réponse est due à quoi? Elle est due à ce qu'on appelle les variabilités interindividuelles. Individu. D'accord? Où on va parler derrière de polymorphisme, on détaillera cela au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos chapitres. Mais ce que j'essaie un peu de ressortir de cela, si j'ai chaque individu, comment il va réagir? Je peux classer différentes populations. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux avoir une population résistante au traitement, une population qui répondra très rapidement au point d'être une population sensible et une population normale pour laquelle on va avoir une réponse normale. Comment je vais euh, adapter le traitement pour ces trois populations? Qu'est-ce que je dois revoir? La dose. La dose. Très bien. Si on parle de dose, qu'est-ce qu'on parle de derrière la dose? Pharmacologiquement parlant, la dose est égale à quoi? Principal. Médicaments, c'est principe actif et excipient. Je suis d'accord. Mais après, lorsque vous achetez du Absorbant. paracétamol ou alors vous allez prendre des vitamines, la vitamine C avec du zinc, qu'est-ce que vous allez lire? Quel est le premier geste que vous allez faire suite à l'achat d'un médicament chez le pharmacien? La posologie. Très bien, Nesrine. Enfin, on arrive à la posologie. C'est-à-dire, on doit adapter la posologie. Alors, l'objectif derrière toutes ces études de recherche et développement d'un médicament pour pouvoir le commercialiser, pour pouvoir souligner et valider son efficacité, c'est tout d'abord de pouvoir valider sa posologie. Dans la posologie, qu'est-ce que vous avez l'habitude de trouver? La classe de votre médicament, comment je dois prendre ce traitement, les effets secondaires et les mises en garde. D'accord? Alors, tout simplement, si on doit parler de pharmacocinétique ou pharmacodynamie, c'est pour pouvoir adapter une certaine posologie. D'accord? Très bien. Alors, là, on revient un peu en arrière parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de pharmacologie, on va parler de remèdes. Donc, si on revient un peu à l'époque des Grecs, remède peut être également poison. Donc, réellement, ce qu'on verra au dernier chapitre qui est la toxicité, c'est qu'il y a une fine frontière entre la dose, qui est une dose thérapeutique, et une dose qui va induire de la toxicité. Alors, bien évidemment, vous allez voir, lorsqu'on parle de pharmacologie, il y a plusieurs disciplines qui vont rentrer. C'est comme si vous avez un théâtre et vous avez plusieurs acteurs. Donc, la pharmacocinétique, c'est un acteur, pharmacodynamie, pharmacovigilance, d'accord, jusqu'à arriver à la pharmacoépidémiologie. Et certains, donc tout dépend le domaine, on peut parler même de pharmacoéconomie et de pharmacologie.
sous forme de comprimés, etc. Alors, donc, toute cette démarche s'inscrit dans la genèse d'un effet, dans la naissance d'un effet. D'accord? Donc, vous avez votre principe actif. Donc, ce principe actif, il est administré. Bien sûr, il faut garder en tête que la voie de référence, c'est toujours la voie injectable. Et vous avez les autres voies d'administration, à commencer la voie orale, donc sous-cutanée, vous avez la voie sublinguale, inhalée, etc. D'accord? Donc là, nous, on va prendre la voie la plus simple, la voie orale. Vous avez un comprimé donc, que vous allez administrer ou prescrire à un patient. Donc, la première étape, la première phase, ça va être la caractérisation de l'absorption, qui sera suivie de la distribution et de l'élimination. Si vous avez remarqué, dans mon diagramme, je ne parle pas du métabolisme. Pourtant, c'est une étape clé et qui est très importante. Pourquoi? Parce que dans la biotransformation, ou ce qu'on appelle également le métabolisme, vous allez avoir la transformation de votre médicament. Donc, le médicament, une fois qu'il est métabolisé, il sera prêt à être éliminé. Donc, j'ai souligné la phase de l'élimination parce que c'est une phase préliminaire, c'est une phase préparatoire à l'élimination de votre médicament. Et dans la majorité des cas, ce qu'on va éliminer, ce sont les métabolites qui sont inactifs. Alors, on parle également de concentration plasmatique et une concentration de biophase. C'est quoi la concentration de biophase? Est-ce que vous connaissez ce terme-là? Alors, sachez que la concentration de biophase, c'est une concentration qui n'est pas mesurable, qu'on ne peut pas quantifier, et c'est la concentration donc, de votre principe actif une fois qu'il atteint son site, d'accord? Au site d'action. C'est ce qu'on appelle la concentration biophase. Alors, si vous avez remarqué, tout cela représente la pharmacocinétique. Si on bascule vers la pharmacodynamie, on va donc plutôt s'intéresser aux interactions entre donc, les cibles pharmacologiques, c'est-à-dire le médicament, comment il va pouvoir atteindre sa cible. Donc, on va s'intéresser à une action cellulaire et une action moléculaire. Tout pour pouvoir caractériser une réponse fonctionnelle. Et cela représente votre profil pharmacodynamique. Alors, on va détailler tout cela donc plus en détail. Alors, si on parle de pharmacocinétique, on va parler des principaux concepts. À ce moment-là, on va parler de volume de distribution, de biodisponibilité, de liaison protéines plasmatiques, d'élimination. D'accord? Parce que pourquoi? On va essayer d'étudier cette relation existante qui démarre de l'administration d'un médicament jusqu'à la concentration qui se retrouvera au site effecteur. La pharmacodynamie, quant à elle, le concept va changer. On va parler des interactions médicaments-récepteurs avec les différents récepteurs qu'on va étudier. Alors, quels sont les différents récepteurs que vous allez trouver, que vous avez fait en S1? Tyrosine kinase ou récepteur 7 Segments transmembranaires. D'accord? Vous pouvez avoir des récepteurs nucléaires, des récepteurs à activité enzymatique, d'accord? Des récepteurs canal, d'accord? Ce sont ça les différents types de récepteurs. Alors, on va avoir aussi modulation de cette concentration. Pourquoi on s'intéresse à cette modulation-là? C'est pour pouvoir atteindre la fenêtre thérapeutique, la marge thérapeutique. Et bien évidemment, les notions qui caractérisent la pharmacodynamie,
tout profil pharmacodynamique, ce sont puissance et efficacité. D'après vous, quelle est la différence entre puissance et efficacité? Est-ce que vous avez une idée? Lorsqu'on parle d'une puissance, est-ce que tout médicament efficace est puissant? Madame, la puissance et la concentration capables d'induire un effet donné. Très bien. Et l'efficacité? C'est l'intensité de l'effet. C'est l'intensité de l'effet. D'accord? Après, on va revenir un peu, je vais essayer de vous montrer cela à travers les courbes. Et est-ce qu'on peut dire qu'un médicament efficace est puissant? Alors, souvenez-vous de ces deux notions et vous allez me répondre à cette question-là un peu plus tard. Alors, regardez. Alors ici, c'est juste pour parler un peu de l'aspect mécanistique, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer le mécanisme d'action d'un médicament, on a besoin de plusieurs disciplines. Premièrement, on a besoin de bien connaître les cibles pharmacologiques, donc de connaître ces actions non seulement au niveau organique, mais aussi au niveau cellulaire et moléculaire. Et il y a également cette notion de spécificité, de sélectivité, parce qu'on va parler de spécificité d'action, parce que pour qu'un récepteur soit un récepteur, il faut que votre enzyme ait de l'affinité. Souvenez-vous ce que vous avez fait en enzymologie, et de l'affinité. Donc, ce récepteur doit être saturable. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il faut qu'il soit caractérisé par une constante de dissociation et une constante d'association. Tout cela représente un récepteur. Parce que si vous avez votre médicament, il peut se lier, par exemple, aux protéines plasmatiques, telles que l'albumine. Est-ce qu'on va considérer l'albumine comme étant un récepteur? Non, parce qu'elle n'a pas les caractéristiques d'un récepteur. Bien évidemment, tout médicament, tout effet thérapeutique est associé à un effet indésirable. Alors, à travers cette diapo-là, donc c'est juste un peu pour lister les différents récepteurs qu'on vient donc de citer, que ce soit le récepteur canal, le récepteur qui est caractérisé par une activité enzymatique, les récepteurs donc couplés aux protéines G, et bien évidemment les récepteurs nucléaires. Alors, si on essaye de voir quel serait cet aspect mécanistique, si on essaye de faire la complémentarité entre la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Alors, sachez que là, j'ai utilisé deux codes couleurs. Alors, regardez, pour ce qui est vert pour la pharmacodynamie, c'est ce qu'on vient donc de souligner. Mécanisme d'action des médicaments. Le code couleur rouge pour pharmacocinétique, c'est mécanisme du devenir des médicaments dans l'organisme. Et là, on a besoin de connaître ce système ADME. Donc, avant de le comprendre, on a besoin un peu de connaître certaines notions de physiologie et de biopharmacie. Alors, sur l'aspect quantitatif, qu'est-ce que cela va nous apporter? La quantification des effets d'un médicament. On va pouvoir établir et étudier un profil ou une courbe dose-réponse, dose-effet. Par contre, si vous essayez de quantifier un processus ou un système ADME, vous allez pouvoir faire la corrélation ou le lien entre la quantité de votre principe actif et les concentrations qu'on va pouvoir mesurer au niveau plasmatique et au niveau tissulaire. Alors, là, on revient vers cette courbe. Donc, c'est les trois populations que j'ai citées au tout début, où vous basculez d'individu résistant à un individu
normal vers un individu sensible. Et cela est dû à cette variabilité interindividuelle. Alors, imaginez que vous avez donc cette relation dose-effet ou dose-exposition. Donc, ça implique une certaine variabilité pharmacocinétique et une certaine variabilité pharmacodynamique. D'où la nécessité de pouvoir adapter la posologie pour chaque population qu'on a citée précédemment. Alors, regardez ici, c'est pour parler que pour qu'on puisse parler d'un effet, il faut que la dose puisse atteindre une dose seuil, c'est-à-dire une dose qui va pouvoir nous donner un minimum d'effet et qui atteindra un maximum d'effet. Donc, entre les deux doses, on va parler de fenêtre d'intérêt, la fenêtre thérapeutique, la marge thérapeutique. D'accord? Alors, regardez ici. Alors, pour qu'on se mette d'accord, je vais revenir un peu en arrière, hein, parce que là, ce profil-là, ce que vous avez, ce sont le cas de médicaments qui sont administrés en faisant appel à des perfusions. Donc, on va parler de concentration de steady state. D'accord? Donc, regardez, vous avez, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. D'accord? Donc, au fur et à mesure, vous avez une concentration, un effet maximal, un effet minimal, maximal, minimal. Et cela au dépend, donc bien sûr, de la fréquence d'utilisation ou d'administration de votre médicament. C'est pour ça, là, on va parler d'une concentration moyenne. Chaque pic, c'est une concentration moyenne et ça représente l'air sous la courbe. Je vais y revenir parce que on va essayer de voir cela à travers, en prenant en considération une seule courbe. Alors, quels sont les paramètres pharmacodynamiques? Les paramètres pharmacodynamiques, on va parler d'un effet maximal, qui est l'intensité de l'effet et qui est cette notion d'efficacité. La puissance, elle est représentée par la concentration CE séquente, ou parfois vous pouvez parler de dose à effet séquente, d'accord? C'est-à-dire c'est la concentration ou la dose qui vous permettra d'atteindre 50% de l'effet. Et vous avez aussi ce rapport entre sélectivité et sécurité qui ne représente en quelque sorte que l'index thérapeutique, c'est-à-dire à partir de quelle fourchette on peut basculer d'un effet thérapeutique vers un effet toxique. Alors, autre chose, sachez qu'un médicament, s'il est efficace, est-ce qu'il est puissant? Oui. Non, Donc, efficacité est synonyme de puissance. non. Non, madame. Pourquoi? C'est-à-dire, on peut avoir un médicament efficace et qui n'est pas suffisamment puissant? Regardez. Attendez. Oula, معليش, نعاود نولي لها après une fois que j'arrive. Je vais vous montrer cela à travers les graphes. D'accord? Alors, regardez. Pour ce qui est paramètres pharmacocinétiques, vous avez la biodisponibilité qui est un paramètre déterminant de l'absorption, le volume de distribution par rapport à la phase de distribution, la clairance par rapport au métabolisme et le temps de demi-vie d'élimination qui est la phase d'excrétion ou d'élimination. Alors, sachez que au dépend des comportements étudiés, les compartiments, on peut avoir par exemple un profil PK-PD, c'est-à-dire pharmacocinétique, pharmacodynamie à un seul compartiment, comme on peut l'avoir à deux ou à plusieurs compartiments. À ce moment-là, on parle uniquement que de temps de demi-vie d'élimination. On va parler aussi de temps de demi-vie de distribution. Alors, mathématiquement parlant, voici les équations qui font la relation entre pharmacocinétique et pharmacodynamique. Que ce soit la dose et l'exposition cible ou la dose et l'AUC cible. Madame, Alors, on sait bien, oui.
Pardon, madame. Vous pouvez juste répéter ce point parce qu'il y avait des coupures. Alors, ce que je disais, on peut le faire ici également. Regardez, ça, c'est le lien entre pharmacocinétique et pharmacodynamie, mathématiquement parlant. Par exemple, si il vous donne une dose, la dose là, vous avez, c'est le rapport entre clairance et biodisponibilité qui sont des propriétés pharmacocinétiques, fois la concentration de votre médicament une fois qu'il atteint la cible. Et ça, c'est une propriété pharmacodynamique. D'accord? Alors, regardons ici. Là, c'est tout ce qu'on a abordé comme propriété pharmacocinétique. Voilà. Donc, regardez, vous avez une concentration Cmax. Nous, on a considéré que la dose est égale à 1. D'accord? Alors, regardez. S'il atteint Cmax, donc, réellement, si on parle d'une concentration maximale atteinte, c'est une intensité d'effet et qui va vous renseigner sur l'efficacité de votre médicament. Alors, cette concentration maximale peut changer en fonction de la dose, c'est-à-dire elle est proportionnelle à la dose. J'augmente la dose, l'intensité de mon effet augmentera aussi. Alors, maintenant, quel est le juste milieu? Le juste milieu, c'est d'avoir une concentration qui permettra d'avoir un effet thérapeutique. D'accord? Il ne faudrait pas qu'un médicament ait une concentration maximale trop faible. Donc, à ce moment-là, on risque de parler d'une efficacité d'effet et pas trop élevée parce que vous avez le risque de basculer vers une dose toxique. Alors, pour le volume de distribution, qu'est-ce qui nous permet d'aborder? Il nous permettra de quantifier l'accès du médicament aux différents compartiments. Quels sont ces compartiments-là? Ce sont les compartiments tissulaires. Pour le calculer, vous avez cette équation-là. C'est le rapport entre la dose et la concentration sérique de votre médicament. Maintenant, ce volume de distribution, c'est un volume qui n'est pas réel. D'accord? Vous avez votre médicament, il va basculer du plasma vers le tissu. Donc, regardez, je peux parler donc d'un seul compartiment. Si je vais considérer que le sang et le tissu représentent un seul compartiment. Donc, je peux avoir une concentration sérique qui sera égale à la concentration tissulaire. C'est-à-dire, votre médicament, il va se répartir de manière uniforme dans l'organisme. Il y a l'équilibre entre la concentration qu'on peut retrouver au niveau plasmatique et qui est équivalente à la même au niveau tissulaire. Mais sachez une chose, hein, par la suite on verra cela, parfois on peut parler donc d'une perte de médicaments, surtout si votre médicament va subir ce qu'on appelle le premier passage hépatique. C'est quoi? Comment vous allez pouvoir définir un premier passage hépatique d'un médicament? Madame, le médicament passe par le foie. Par le foie, mais avant de passer par le foie, qu'est-ce qu'il va subir dans le foie? Dégradation. C'est-à-dire, vous allez avoir une partie du médicament qui sera métabolisée, d'accord? Et qui sera réabsorbée. Transformé. Voilà. D'accord? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas avoir cet équilibre-là. Concentration sérique, concentration tissulaire. Le deuxième point, c'est que votre médicament, tout dépend ses caractéristiques physico-chimiques, la dose utilisée, il peut avoir une certaine tendance à se lier fortement aux protéines plasmatiques. Parmi les protéines plasmatiques, on peut parler de l'albumine. S'il se fixe, s'il a une forte affinité pour ces protéines-là, on va avoir une certaine perte de notre médicament. Je m'explique dans quel sens. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir atteindre cet équilibre où la même concentration du médicament qui atteint la circulation
et sera égale à celle qui atteindra les compartiments tissulaires. Pourquoi? Parce qu'on va toujours avoir cet équilibre. Parce que sachez, quitte qu'on a comme un médicament qui se liera à la protéine plasmatique, protéine telle que l'albumine, ce n'est pas tout le médicament qui va subir le système ADME. Seule la fraction active qui sera distribuée, qui sera transformée et qui sera éliminée. Et on va avoir comme une sorte de balance entre la fraction liée et la fraction libre. Au fur et à mesure qu'on va puiser de la fraction libre de médicaments, il y aura comme une réaction qui sera réversible. Le passage de la fraction liée vers la fraction libre. D'accord? C'est pour ça, on ne va pas avoir toute la concentration ou toute la quantité de médicaments qui va atteindre la cible cellulaire. Ça, c'est pour le cas de médicaments qui seront fortement liés aux protéines plasmatiques. Alors, on peut avoir aussi une concentration qui sera très élevée au niveau du plasma par rapport à la concentration tissulaire, qui peut être parfois soit faible ou quasiment nulle. Le contraire aussi existe, où la concentration au niveau des tissus dépassera largement la concentration sérique. Alors, on va se poser la question, à ce moment-là, quel est le volume de distribution le plus adéquat? Alors, un médicament à volume de distribution élevé aura des taux sériques initiaux qui sont faibles. Ça a été prouvé dans pas mal de recherches médicamenteuses. Alors, si le volume de distribution élevé est lié à des facteurs propres aux patients, là, j'ai mis l'exemple de patients brûlés, c'est-à-dire là, c'est pour un peu vous expliquer que les paramètres ou les facteurs qui sont propres à l'individu, que ce soit l'âge, le sexe, son état physiologique, son état pathologique, c'est-à-dire est-ce qu'il est atteint de d'autres pathologies ou non, tout cela pourra modifier le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique de votre médicament. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On pourra augmenter éventuellement la dose de votre médicament. Par contre, si on a un volume de distribution qui est très élevé, à ce moment-là, le taux sérique peut devenir infrathérapeutique, c'est-à-dire ça va être des concentrations très minimes. Alors, on avait parlé de la liaison des protéines plasmatiques, mais avant de parler de cette liaison, il y a une autre notion là que je vous rajoute, c'est la liposolubilité. À quoi nous sert la liposolubilité? Elle nous renseignera sur quoi? Ce facteur, le degré de liposolubilité d'un médicament, contribuera à quoi? Si il peut diffuser dans les membranes. Très bien. Donc, plus il est liposoluble, plus il traversera les membranes biologiques facilement. D'accord? Alors, juste une petite remarque là. On revient un peu vers le mode d'administration par perfusion. Là, le volume de distribution du steady state, c'est-à-dire le steady state, c'est la phase pendant laquelle on atteindra l'équilibre. Et le volume de distribution, il va contenir non seulement le volume central, mais aussi le volume périphérique. Alors, regardez, là, j'explique en quelque sorte très brièvement la différence entre les différents compartiments. Parce que j'avais dit, on peut considérer un seul compartiment, c'est-à-dire vous allez avoir le compartiment plasmatique et tissulaire qui ne représente qu'un seul compartiment. Deux compartiments, ça implique que vous avez le compartiment vasculaire et extravasculaire. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Le vasculaire, c'est-à-dire le compartiment sanguin, et extravasculaire, c'est le compartiment tissulaire. D'accord? À ce moment-là, on va parler donc d'un temps de demi-vie de distribution et d'élimination.
et également d'un temps de demi-vie d'élimination. Parce qu'on va introduire les notions de alpha et de bêta par rapport au compartiment. Le compartiment vasculaire, il va subir la distribution et l'élimination, et le compartiment extravasculaire, il va englober aussi la deuxième partie de l'élimination, qui représentera le bêta. Donc, l'étude a 3 compartiments. Quels sont ces 3 compartiments? C'est simple, vous avez le plasma, vous avez les organes très vascularisés, je peux vous donner l'exemple du cœur, par exemple, ou du rein, et vous avez les organes peu vascularisés, où vous avez, par exemple, le cartilage, la graisse, à titre d'exemple. Ça, c'est pour que vous ayez dans vos têtes la différence entre les 3 compartiments, entre les 3 cas de figure, entre un compartiment, 2 compartiments et 3 compartiments. Alors, là, c'est graphiquement parlant ce que je vous ai montré. Donc, regardez, si vous avez 2 compartiments, ou même 3, on va avoir une distribution rapide, une distribution lente, le début de l'élimination et après, dans la 3e phase, la fin de l'élimination. Alors, l'impact des protéines plasmatiques, c'est que vous allez avoir seule la fraction active qui est représentée par la fraction libre. Et on va avoir une réduction de la clairance. Parce que n'oubliez pas, seule cette fraction active qui va subir la distribution et qui va subir l'élimination. Donc, c'est elle qui va atteindre la cible. Donc, idéalement, c'est qu'on n'ait pas face à nous un médicament qui pourra se lier fortement aux protéines plasmatiques. Alors, autre chose. Là, vous avez 2 exemples de protéines. On peut avoir l'albumine, et dans la majorité des cas, il y a une forte liaison avec les médicaments acides, par exemple les benzodiazépines, barbiturique. Le deuxième exemple donc, de protéines plasmatiques, c'est l'alpha-1 glycoprotéine acide. Et quant à elle, elle va favoriser la liaison aux médicaments basiques, tels que par exemple l'idocaïne ou sulfonamide. D'accord? Alors, pour la clairance, sur quoi elle va nous renseigner la clairance? On l'avait déjà démontré dès le départ, c'est que pour la clairance, c'est la phase de l'élimination. Et c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle le médicament est éliminé et elle est dépendante de 2 paramètres. D'une part, du flux sanguin, qui est représenté par Q, mais aussi de la capacité d'extraction de l'organe qui est représenté par E. Je m'explique. Alors, un médicament à clairance rapide, il va s'éliminer très rapidement. Donc, s'il s'élimine trop rapidement de l'organisme, ce n'est pas bon. On va faire appel à des doses répétées. Un médicament avec une clairance trop lente, c'est aussi mauvais pour le corps parce que le médicament va s'accumuler. Pourquoi il va s'accumuler? Parce qu'il sera piégé par les protéines plasmatiques. Alors, cela nous mène à deux cinétiques d'élimination. On peut parler d'une cinétique d'ordre 1, c'est-à-dire le médicament est éliminé à une vitesse qui sera proportionnelle, qui va dépendre de la concentration plasmatique. Donc, la même concentration plasmatique est égale à la même concentration qui est éliminée. D'ordre 0, c'est quand on a une même quantité de médicaments qui est éliminée par unité de temps, mais qui est indépendante de la concentration plasmatique. Alors, on arrive au temps de demi-vie d'élimination. Alors, on peut parler de demi-vie d'élimination et on peut parler de demi-temps d'élimination. C'est quoi la différence? Réellement, ça nous donne la même information. La demi-vie d'élimination, c'est le temps nécessaire pour éliminer 50% de votre médicament. Et c'est la même chose que de dire
demi-temps d'élimination, qui est le temps nécessaire pour que la concentration dans le plasma diminue de 50%. Elles peuvent être égales dans le cas où la concentration plasmatique sera égale à la concentration de médicaments éliminés. Alors, ici, qu'est-ce que j'essaie un peu de vous montrer à travers ce tableau? Sachez, pour pouvoir atteindre un grand pourcentage d'élimination d'un médicament, il faut qu'on atteigne 5 à 6 demi-vies d'élimination. D'accord? Le temps doit être égal à 5 à 6. Parce que regardez, respectivement, vous avez le pourcentage d'élimination qui varie de 96 à 98. Et on pourra dire que c'est quasiment le 100% de votre médicament. Alors, comment peut-on calculer ce demi-vie d'élimination? Donc, vous avez face à vous plusieurs formules, soit la clairance sur le volume de distribution ou le volume de distribution donc sur la clairance fois un facteur de 0,693, mais aussi on peut le calculer en prenant en considération la constante de taux d'élimination, donc qui est c'est un facteur qui est constant. Alors, regardez ici. Vous avez l'air sous la courbe. L'air sous la courbe, il représente réellement quel paramètre? La biodisponibilité. C'est la biodisponibilité, très bien, qui est symbolisée par F. Soit que F, donc il peut être entre une fourchette de 0 à 1. D'accord? Alors, c'est toujours la dose sur la clairance. Alors, c'est un paramètre qui va, en quelque sorte, orienter les chercheurs par rapport à la dose du médicament. Bien sûr, sa valeur est toujours indépendante donc, du schéma d'administration. Et ce paramètre, il est très utile pour pouvoir évaluer l'exposition totale aux médicaments. C'est-à-dire, il va quantifier la fraction de votre médicament qui sera disponible dans un compartiment vasculaire, c'est-à-dire au niveau plasmatique. Alors, cette biodisponibilité, donc c'est quoi? Donc, une disponibilité faible, elle va réduire non seulement le Cmax, mais aussi l'AUC. Pourquoi? Parce que vous avez une courbe. La hauteur de la courbe représente Cmax, représente l'intensité de l'effet qui nous renseignera sur l'efficacité, et l'air sous la courbe représente la biodisponibilité. Et à ce moment-là, si Cmax diminue, ça impliquera une diminution de l'intensité et donc une diminution de l'efficacité. Regardez ici, vous avez deux exemples, donc deux Cmax qui correspondent à des biodisponibilités différentes. Alors, on arrive à la quatrième phase. Alors, cette phase, plutôt la troisième phase, pardon. Alors, cette phase, c'est une phase de biotransformation. C'est quoi? C'est une phase qui va préparatoire à l'élimination et qui va permettre de rendre votre métabolite hydrosoluble et plus facilement éliminable. D'accord? Qu'est-ce qu'on va convertir? On va convertir les métabolites inactifs, sauf dans un seul cas, ce qu'on appelle les médicaments prodrogues. Ces médicaments-là, ils ne deviennent actifs qu'une fois ils seront métabolisés. D'accord? Mais nous, on est en train de parler de l'élimination des métabolites inactifs. On n'élimine pas un métabolite actif. Alors, donc, pour parler de l'élimination, on peut parler soit d'une clairance hépatique, mais aussi d'une clairance rénale. Alors, cette clairance hépatique va dépendre
d'un coefficient d'extraction hépatique. Si il est supérieur à 0,7, vous allez avoir une clairance donc, qui est quasi identique au débit sanguin hépatique. Si elle est inférieure à 0,3, elle sera influencée par la fonction hépatique. C'est-à-dire, si vous prenez un patient qui souffrira d'une insuffisance hépatique, sa clairance, elle sera également touchée. Alors, comment peut-on préparer le médicament à devenir plus hydrosoluble? Je sais que vous vous souvenez de ces deux phases. Donc, vous avez les réactions de la phase 1, les réactions de la phase 2. La phase 2 est complémentaire à la phase 1. La phase 1, vous avez toutes les réactions simples, oxydation, réduction, hydrolyse. La phase 2, c'est la conjugaison. D'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir obtenir un métabolite qui sera hydrosoluble et facilement éliminable. D'accord? Alors, toutes les réactions de la phase 1 sont assurées par une enzyme qu'on retrouve qui est très abondante au niveau du foie. C'est pour ça on peut parler donc de métabolites ou de biotransformation hépatique. Néanmoins, certains chercheurs, ils ont parfois abordé une biotransformation pulmonaire. Mais dans la majorité des cas, elle est hépatique. Alors, c'est le fameux et la star, le cytochrome P450. Bien évidemment, 3 à 4, ce sont les isoformes et les différentes familles. Alors, on a parlé de clairance hépatique, mais on peut parler également de clairance rénale. Dans la clairance rénale, on va parler alors de la réabsorption tubulaire, on va parler de filtration glomérulaire et de sécrétion tubulaire. Alors, regardons cela ensemble. Alors, c'est simple. Une clairance hépatique est toujours la somme de la clairance de sécrétion plus la clairance de la métabolisation. Et dans certains cas, elle sera la soustraction avec la clairance de la réabsorption. Pourquoi? Parce que parfois, on avait parlé d'un premier passage hépatique, mais qu'est-ce qu'on a le deuxième phénomène qu'un médicament pourra subir? Le premier passage hépatique. Mais à part le premier passage hépatique, vous avez quoi d'autre? C'est écrit sur la diapo, hein, le cycle entérohépatique. D'accord? C'est-à-dire le médicament, il est éliminé et il est réabsorbé. D'accord? Alors, vous avez là, dans cette diapo, ça résume de manière globale qu'on va faire appel à deux mécanismes actifs d'élimination. Soit vous avez par excrétion inchangée de la molécule dans la bile, et c'est là où on a un risque que certains médicaments subissent ce qu'on appelle le cycle entérohépatique, ou alors par métabolisation. Et cela dépendra donc du coefficient E qu'on a vu précédemment, qu'il soit donc soit elle va être restreinte si elle est inférieure à 0,3 ou non restreinte si elle est supérieure à 0,7. Et bien sûr, cette restriction dépendra de la fraction libre de votre médicament. Alors, la clairance rénale, donc, elle peut englober, si on a un cycle, donc bien évidemment entérohépatique, on doit prendre en considération la clairance de réabsorption. Donc, on va avoir la somme entre la clairance de la filtration glomérulaire, la filtration de la sécrétion tubulaire, cela que va soustraire la clairance de la réabsorption. Alors, finalité des choses que il va nous intéresser et ce qu'on va cibler et ce que vous allez mémoriser. Les propriétés qui définissent une pharmacocinétique idéale, c'est qu'on ait une absorption élevée, un effet de premier passage minime, une faible capacité d'inhibition ou d'induction enzymatique. Là, ça rentre beaucoup plus par rapport aux enzymes, donc principalement le cytochrome P450. Parce que cette variabilité interindividuelle, elle pourrait être parfois à des facteurs génétiques, soit la personne,
elle est porteuse de certaines mutations, de certaines inhibitions enzymatiques qui feront en sorte que la phase de biotransformation ne va pas se faire normalement comme chez un individu normal, d'accord? Soit on a une inhibition, soit on a une induction, c'est-à-dire cette phase-là, elle va se faire de manière accélérée. Donc, le volume de distribution faible à moyen, idéalement, une clairance extra-rénale et rénale équilibrée, une demi-vie d'élimination moyenne, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une élimination rapide. On va avoir une perte de médicaments et à ce moment-là, on doit réadministrer le médicament au patient. Et il ne faut pas que l'élimination soit rapide. À ce moment-là, le médicament, il est rapidement éliminé. On ne le garde pas dans le corps. Un faible dosage et une pharmacocinétique linéaire. Cette pharmacocinétique linéaire, elle est idéalement obtenue lorsqu'on parle d'un modèle PK-PD à un seul compartiment, à la rigueur deux compartiments. Alors, pour la pharmacodynamie, qu'est-ce qu'on a? On avait dit interaction médicament-récepteur, on va parler de la modulation de la concentration, on va parler de puissance-efficacité. Je suis revenue vers cela. Alors, regardez, on peut avoir, alors, oubliez les deux autres courbes, d'accord? Ça, c'est une courbe dose-effet, pour dire que en fonction de la dose, on va avoir une intensité de l'effet. Si on va garder en tête la courbe, chez moi, je ne sais pas comment elle apparaît chez vous, elle apparaît orange, très bien. Alors, la courbe orange et la courbe verte. Qu'est-ce qui est écrit? Un agoniste entier et agoniste partiel. Quelle est la différence entre les deux d'après vous? Quelle est la différence entre les deux? Entre un agoniste partiel et un agoniste entier. L'agoniste entier, vous avez 100% de votre effet. Vous avez un effet maximal. D'accord? Par contre, un agoniste partiel, c'est un agoniste qui a un effet maximal inférieur à celui de l'agoniste entier. Et dans la majorité des cas, vous allez retrouver ce alpha qui représente l'activité intrinsèque d'un médicament et qui peut être entre une fourchette de 0 à 1. D'accord? C'est ce qui fait qu'on ait un agoniste partiel ou un agoniste entier. Un agoniste partiel, il va pouvoir mimer une molécule endogène et donner un effet maximal. L'agoniste partiel, il mime aussi la molécule endogène, mais il n'atteindra jamais le maximum qui est atteint avec une molécule endogène, c'est-à-dire une molécule propre à l'organisme. Les autres effets, on va parler d'un effet antagoniste. Alors, pour l'antagoniste, on peut avoir plusieurs cas de figure. Soit vous allez avoir un antagoniste compétitif. Je fais ce que vous avez fait en enzymologie. Compétitif, c'est-à-dire il y aura une compétition entre quoi et quoi? Entre l'agoniste et l'antagoniste. L'agoniste, c'est votre médicament. L'antagoniste, c'est toute molécule qui va s'opposer à l'effet de l'agoniste. Vous me suivez jusque-là? Oui, madame. Très bien. Alors, Madame, vous pouvez si j'arrive à augmenter la dose de l'agoniste, Madame, là, dans le vous premier pouvez cas, répéter. toujours un effet antagoniste compétitif. Pardon? Vous pouvez J'ai pas répéter, entendu. s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai dit, on est dans le premier cas, le premier effet. Le premier effet, c'est l'effet de l'antagonisme compétitif. D'accord? J'ai dit qu'il y aura une compétition entre l'agoniste et l'antagoniste et qui est souvent appelé l'antagonisme surmontable. Pourquoi surmontable? Parce que je peux déplacer l'antagonisme
en augmentant la dose de mon médicament, la dose de mon agoniste. Et vous allez voir que les courbes vont se déplacer vers la droite. Je ne sais pas si j'ai mis la courbe ici ou non. Non, je n'ai pas mis. D'accord? Ils vont se déplacer vers la droite. Donc, parallèlement à l'effet antagoniste, vous allez avoir l'antagoniste qui va s'opposer à l'effet de l'agoniste. Même si vous augmentez la dose du médicament, cette inhibition ne va pas être levée. D'accord? Et on va avoir une diminution de l'effet. L'autre type d'antagonisme, c'est ce qu'on appelle l'antagonisme inversé. C'est-à-dire, normalement, si je vais administrer à un patient un médicament, c'est qu'à un certain moment, les molécules endogènes de son corps ne fonctionnent pas très bien ou on a une déficience de fonctionnement. Je vais faire appel à une molécule, donc à cette molécule thérapeutique. Imaginez, j'ai ma molécule, donc en présence de la molécule endogène, elle va jouer le rôle d'un agoniste partiel. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vais avoir les mêmes concentrations entre mon agoniste, qui est mon médicament, et la molécule endogène, à ce moment-là, mon agoniste jouera le rôle d'antagoniste. Est-ce que vous avez pu comprendre cette notion-là? Vous allez avoir l'agoniste et l'antagoniste. On a deux effets. L'agoniste partiel peut, dans certains cas, jouer le rôle d'antagoniste. Quand est-ce que? Lorsqu'il va se retrouver face à face dans le corps humain à une molécule endogène qui jouera le même rôle que lui. À ce moment-là, il n'est plus là pour jouer le rôle d'un complémentaire, pour combler cette déficience ou ce manque d'activité de la molécule endogène. Il va jouer le rôle, cependant, d'antagoniste. Et il va s'opposer à l'action de la molécule endogène. Est-ce que c'est clair pour les cas d'antagoniste? Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je répète? Quel cas? Le dernier? Oui, madame. Alors, ce que je disais que on avait éventuellement dans certaines situations, lorsque l'agoniste partiel se retrouve face à la molécule endogène. Si la concentration de l'agoniste partiel est supérieure à celle de la molécule endogène, votre agoniste partiel jouera le rôle non pas d'agoniste, mais il jouera le rôle d'antagoniste. Merci, madame. D'accord? Alors, là, ce sont les différents récepteurs que j'ai cités précédemment. Et là, on arrive à la notion de puissance et d'efficacité. Alors, regardez, on avait dit l'efficacité. Là, vous allez comparer entre un médicament A, B et C. Si tout le monde est d'accord avec moi, ils ont la même efficacité. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à atteindre tous la même intensité d'effet. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Alors, par la suite, on a la notion de puissance. Lequel est le plus puissant? Le premier, le A. Quoi? Madame, parce que la puissance, c'est le contraire de l'efficacité. Pas forcément. Alors, on a dit que tous les trois, ils sont efficaces. Qu'est-ce qui vous fait dire? C'est-à-dire le plus efficace, c'est lui le moins puissant. L'air sous la courbe. Le premier, la Non, dose. pas l'air sous la courbe. Souvenez-vous, on avait dit que la puissance est représentée par la concentration ou la dose qui nous permettra d'avoir 50% de l'effet maximal. Voilà, madame, c'est le A. Parce qu'il y D'accord? a une faible concentration dont un effet très élevé. Non, pas du tout. Plus la DE50 est petite, plus le médicament est puissant. Oui, madame, j'ai Par dit ça. contre, C'est pour ça, en plus fait, l'effet est grand, plus
plus l'efficacité est grande. Vous avez saisi. Il n'y a pas un lien entre efficacité et puissance. Vous pouvez avoir un médicament efficace et moins puissant, quand vous pouvez avoir un médicament très puissant et moins efficace par rapport à d'autres. L'efficacité, c'est le Cmax, l'intensité maximale. A, B et C, ils ont la même efficacité. Par contre, A est plus puissant que B et plus puissant que C. Pourquoi? Parce que si je vais prendre la moitié de l'effet maximal pour pouvoir extrapoler la dose efficace séquente, la DE50. La DE50, elle est plus petite pour A par rapport à B, par rapport à C. Vous êtes d'accord avec moi? Si on compare les DE50 entre A, B et C, celle de A, oui, Madame, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser le curseur. regardez, celle de A, 50%, c'est là. جينا هنايا la DE50 تاع A. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Après, celle de B, elle sera ici. Celle de C, si j'extrapole, elle sera à ce point-là. Autrement dit, la DE50 de C est supérieure à celle de B et supérieure à celle de A. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. À ce moment-là, on avait dit que plus la DE50 est petite, plus le médicament est puissant. Alors, lequel des trois est le plus puissant? C'est le A, madame. C'est le A. Voilà, très bien. Si tout le monde a saisi cela, c'est que vous pouvez faire la différence entre puissance et efficacité. D'accord? Alors, oh là, attendez, j'ai batterie faible. Alors, ici, je vous donne quelques notions. Alors, ce qui est biophase, donc je l'ai déjà dit au début. Donc, alors c'est un compartiment théorique parce que pour eux, c'est un milieu immédiat. C'est-à-dire, dès que vous, le premier milieu avec lequel le médicament interagira éventuellement avec son récepteur, c'est le site d'action. D'accord? C'est une concentration qui n'est pas mesurable. Alors, la notion d'estérèse, alors on l'appelle estérèse lorsqu'on a un retard dans l'apparition de l'effet par rapport à la concentration du principe actif. Alors, l'index thérapeutique, je pense que tout le monde a bien saisi que l'index thérapeutique, c'est, il se retrouve, il se limite entre la dose qui nous permet d'avoir un effet, disons, pharmacologique minimal et l'effet pharmacologique maximal. D'accord? Ça représente la fourchette thérapeutique. J'en avais parlé au début, j'avais dit fenêtre d'intérêt. C'est pareil. Alors, maintenant, on arrive aux différents facteurs. Alors, sachez, certains facteurs peuvent modifier votre réponse aux médicaments. Ils peuvent être d'ordre génétique, que ce soit une variabilité au niveau donc, des enzymes du métabolisme, notamment le cytochrome P450. Ils peuvent être des variabilités enzymatiques, des anomalies de récepteurs. Par exemple, chez certaines personnes, le nombre de récepteurs exprimés à la surface n'a pas atteint son maximum, une désensibilisation des récepteurs, d'accord? Donc, tout cela pourra expliquer cette variabilité de la réponse. Aussi, des modifications qui peuvent être d'ordre physiologique, c'est-à-dire avec l'âge, on sait bien que tout le corps de l'être humain change et du coup, la réponse pharmacologique ou le profil pharmacodynamique chez le nourrisson, chez l'enfant, chez la femme enceinte, chez la personne adulte, chez la personne âgée est différent. Tous ces profils-là ne sont pas identiques. Alors, il y a aussi d'autres facteurs et là, c'est surtout lorsqu'on fait appel à de mauvaises interactions médicamenteuses. Et là, regardez, vous avez d'une part
synergie, inhibition, induction enzymatique, désensibilisation. Désensibilisation, c'est clair que vous avez une désensibilisation des récepteurs, ce qui pourra en quelque sorte installer un état de tolérance. L'induction enzymatique, donc imaginez pour ce qui est synergie, inhibition et induction. Imaginez que vous avez un patient et vous allez lui administrer deux médicaments, un médicament A et un médicament B. Alors, pour pouvoir combiner les deux médicaments, il est très important de pouvoir réduire la dose. Pourquoi on réduit la dose? On réduit la dose, c'est pour éviter les effets indésirables, d'accentuer les effets indésirables. Parce que je vais faire appel à deux molécules qui font partie de la même famille pharmacologique. لازم نقص la dose, d'accord? Alors, je vais associer les médicaments A et B, je vais avoir le même effet que A seul ou B seul. C'est ça la synergie. Si je vais avoir un effet qui sera inférieur à celui de A ou inférieur à celui de B, à ce moment-là, c'est une inhibition, c'est un antagonisme. Et dans le cas où vous allez avoir, suite à cette combinaison A plus B, un effet pharmacologique supérieur à celui de A seul ou de B seul, à ce moment-là, on va parler d'amplification, d'induction, de potentialisation d'effets. C'est clair la différence entre les trois? Alors, on avait dit la combinaison nous donnera un effet équivalent à l'un des médicaments seuls, A seul ou B seul, c'est la synergie. Un effet inférieur à A seul ou B seul, c'est l'inhibition, l'antagonisme. Alors, un effet supérieur à chaque médicament, si on va le prendre ou le donner seul, à ce moment-là, c'est l'induction, la potentialisation, l'amplification. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, ce que j'avais dit, la médicamenteuse, c'est-à-dire vous allez associer deux médicaments. J'avais dit la première condition, c'est de réduire la dose. Pourquoi on réduit la dose? On ne veut pas risquer d'amplifier les effets secondaires. Nous, on veut amplifier les effets thérapeutiques. On peut faire une mauvaise association, c'est-à-dire qu'un mot qui fait de l'autre. Si je vais associer... Pour éviter Oui. pas de toxiques, c'est ça. Pour ne pas passer une toxique. Exactement, oui. On peut parler aussi de cela. C'est-à-dire, si vous allez, je vais associer, par exemple, un patient, je suis obligée de lui donner les deux traitements. Il en a besoin. Je dois m'assurer que soit je vais avoir la synergie, soit avoir la potentialisation. Mais impérativement, je dois éviter l'antagonisme, que l'un des médicaments s'oppose à l'action de l'autre. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oh, mais ça va, madame, c'est clair. Je sais que je vous ai donné trop, on sait le cours, je sais que c'est pas évident, mais bon, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, c'est clair, madame. Très bien, il y a super. Heureusement, mon cours, il est le matin. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est juste exceptionnellement, j'ai pris le créneau de Madame Mendil parce que demain, je suis impliquée en délibération. C'est-à-dire, demain, vous n'aurez pas cours avec moi. D'accord, madame. D'accord? Ben, je vous dis bon après-midi à tous. Je m'arrêterai à ce stade-là. Et on abordera la séance prochaine, je pense la semaine prochaine, ça va être le présentiel. On verra ensemble les notions de placebo et d'effet de placebo. Inch'Allah, Madame, merci, s'il vous plaît, madame. pour le support, après, chaque chapitre, non. Oui, oui, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord, Madame, ça s'il vous vous va? plaît. Oui. Pour le groupe 4, pour quand est prévu le TD? Attendez, hein. Parce que les TD, je pense, on a les TD mardi et mercredi. Le seul souci que j'ai avec le groupe t'as mardi, ouais, j'ai 4. Attendez, je vais voir, hein. Oui, madame, parce qu'il y a une présentielle. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer, parce que, écoutez, on a 2 heures de temps. On ne pourra pas faire TD parce qu'on nous camel en présentiel. Ce qu'on fera, la séance, le AD, on fera 2 séances ou alors proposez-moi un créneau. Est-ce qu'il y a un autre créneau, mais à part le mardi? D'accord, madame, je vais voir avec le groupe. Est-ce que je vais vous poser la question, est-ce que ça vous va le calendrier dimanche?
قولوا لي برك la faisabilité, hein. C'est une suggestion que je Madame, pourrais dis-moi, éventuellement la proposer dépêche. pour Madame Mendil. Toujours. Non, 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 attendez, je m'explique. Oui. C'est-à-dire le G4, يولي هو اللي يدير atelier de 8h à 10h. Pour qu'on puisse programmer en fin de journée le TD avec moi. De 8h Est-ce à que vous 10h voyez présentiel, c'est ça? en présentiel, est-ce que vous voyez que c'est faisable? Oui, لو كان normalement. نديرو atelier de 8h à 10h, on بعد après en fin de journée, le créneau اللي يساعدكم نتوما vous allez me le proposer, ندير لكم فيه le TD. Oui, madame. Inch'Allah. Vous en parlez à vos camarades ou تبعتي لي un mail? Oui, bien sûr. D'accord, comme ça, moi, j'aurai quand même quelque chose d'officiel de votre part et je D'accord. pourrais demander à Madame Mendil je vais lui en parler. Déjà, demain, je la vois. D'accord? نقول لها تبدله لي officiellement يطلع. باش mardi, vous aurez que les cours, mais يكونش عندكم TD. D'accord, madame. Mais est-ce que c'est faisable نهبطوا le TP تاع atelier بالحد صباح؟ Non, de toutes les façons, tous les groupes, ils passeront dimanche. Hein? Oui, بصح شغل داروا من 8 حتى العشية كاع. العشية كاع, oui. Mais Anna, l'atelier, ils vont commencer avec vous. Vous aurez le temps quand même d'aller chez vous. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Parlez de ça avec tout le groupe, je préfère. Dites-leur, Madame Cessi, elle nous propose. Est-ce que éventuellement ça ne dérangerait pas tout le groupe, le fait que l'atelier, vous allez faire atelier en présentiel de 8h à 10h. Après, quitte une fois rentré chez vous, dirou TD معايا. D'accord. En fin de journée. D'accord? Madame, je vais Maintenant, si ce n'est pas possible, proposez-moi un autre créneau, il n'y a pas de problème. D'accord, madame, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord? Je vous en prie. Je vous dis bon après-midi à tous et je vais essayer de vous envoyer les articles ce soir. D'accord? D'accord, madame, merci. D'accord? Essayez de vous concerter avec le G4 et donnez-moi une réponse au plus tard d'ici ce soir. D'accord? Inch'Allah. Parce que si c'est dimanche, je ne pense pas que le groupe il aura le temps suffisamment de tout travailler pour dimanche prochain. Oui, madame, merci beaucoup. Sauf ce qu'on pourra faire, نبعث لكم في هاد la semaine les articles. La semaine prochaine, ما نديروش les TD et on commencera la semaine d'après, mais on fera 2 exposés, 2 articles. D'accord. Vous me dites ce qui vous arrange le plus. D'accord, Inch'Allah. من العشية نبعث لك. Ok, allez, ça marche. Allez, bon après-midi à tous. Allez, au revoir. Merci, madame. Merci madame. à vous. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.